Bienvenue sur FGG Talk TV. Je m'appelle Anne Fumugizanga, autrement appelée Anne FGG plus simple, et encore par les intimes la patoche de la presse. Vous êtes sur FGG Talk TV, une chaîne qui reçoit les entrepreneurs, qui reçoit surtout souvent les gens qui font de business, grand ou petit business, qui reçoit presque tout le monde qui veulent partager leur expertise. Le serviteur de Dieu aussi, on reçoit. En bref, nous faisons la promotion de tout le monde qui veut être promote. Donc, n'hésitez pas à passer sur notre chaîne pour la promotion de tout ce que vous faites, et on est là pour ça. Et aujourd'hui, notre émission était basée sur l'interview de l'un des Congolais résidant en RDC au nom de Emmanuel Mpiana Wampiana, que nous allons avoir après notre... De retour sur notre plateau, c'est encore moi, Anne Fumugizanga. Comme je disais, aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité, la chance, j'appelle ça souvent, d'accueillir un Congolais, biologiquement congolais, ah oui, hein, au nom de Emmanuel Mpiana Wampiana, qui est un Congolais, un jeune, qui est assistant et chercheur en gouvernance sécuritaire, et qui est aussi coach de jeunes entrepreneurs et qui est aussi expert en politique. Donc, du coup, ça c'est un peu bref, qui est Emmanuel Mpiana Wampiana. Et aujourd'hui, nous sommes là pour l'écouter parler sur un sujet qui est très capital, qui dérange vraiment la population, surtout la jeunesse en RDC, avec un sujet qui parle de l'employabilité des jeunes après les études universitaires faites face au système de la RDC. En tout cas, notre jeune connaît un peu trop dans ça, il s'y connaît, et aujourd'hui, comme je disais, FGG Talk TV est parti sur place pour avoir une interview avec notre monsieur Emmanuel Mpiana Wampiana. Avant de commencer notre émission, j'aimerais saluer tout le monde qui nous soutienne. Là, je salue déjà ma famille, ma mère, ma soeur, Leonela Dibonheur, ma mère, Leonika Sende. Je salue tous mes amis, tous mes proches. En tout cas, je vous salue. Vous êtes bien, vous êtes gentils envers moi. Là, je suis déjà en train de saluer le professeur Mbouyi, et je suis aussi en train de saluer le président Dadi Djamba aussi, le président de la communauté congolaise aux États-Unis d'Amérique. Et là aussi, je suis en train de saluer champion 5 chiffres au Congo. Ah oui, là du côté sécuritaire, il est là. Et presque tout le monde aussi, je vous salue, que Dieu vous bénisse abondamment. Là, je vous demande de vous abonner sur notre chaîne FGG Talk TV pour plus de nos vidéos. Ça va vraiment faire du bien. Merci beaucoup. Je m'appelle Monsieur Emmanuel Mpiana Wampiana. Je suis assistant d'université, précisément à l'INKI, à l'IFASIC. Mes domaines de spécialité, gouvernance sécuritaire, gestion et élaboration de projets. Je suis aussi coach des jeunes entrepreneurs et conférencier au niveau national, je dirais conférencier senior en quelque sorte. Voilà, merci beaucoup pour la question. Ce qu'il faudrait retenir d'entrée de jeu, comme par le concept de clientélisme, il y a une relation entre une personne moins influente à une autre personne qui est influente, c'est-à-dire qu'un individu qui a des relations avec un acteur ou un politicien influent dans une entreprise. Et ce système de clientélisme constitue, je dirais, qu'un obstacle pour les jeunes diplômés, dans le sens où, pour avoir une opportunité ou être engagé dans une entreprise, il faudra avoir une relation avec un acteur influent ou une autorité d'une entreprise publique ou privée. Et cela constitue un obstacle dans le sens où les jeunes diplômés, après avoir fini des études, par manque de relations,
il ne peut pas être embauché. Les gens qui n'ont pas de niveau, qui n'ont pas de compétences ont la facilité d'être embauchés parce que il a une personne ou ils ont des personnes qui travaillent dans une entreprise ou dans des entreprises. Il suffit qu'on puisse peut-être le recommander dans l'entreprise X ou Y, il peut facilement se retrouver. Donc le clientélisme, c'est un obstacle majeur dans le sens où pour être embauché dans une entreprise, il faut avoir une connaissance dans une entreprise. Si vous n'avez pas une connaissance, on ne peut pas vous embaucher. Donc c'est un peu ça. Voilà, merci pour la question. Le tribalisme est plus centré sur la langue, une langue commune. Donc, des personnes qui parlent une même langue. Et le tribalisme, je dirais que c'est un obstacle. Moi, je le qualifie comme un obstacle dans l'aspect de la méritocratie pour les jeunes diplômés, au point que pour bénéficier d'une opportunité, comme je venais de répondre à la première question, ou d'un accès à l'emploi, vous devez être membre ou appartenir à une communauté linguistique, soit être swahiliphone, soit être lubaphone. Prenons l'hypothèse à l'époque où ça se faisait, les mines à CMA. Si tu n'es pas swahiliphone, tu ne peux pas peut-être travailler. À la DGI, tu ne peux pas peut-être travailler. À l'OGFM, tout ça. Donc, c'est dû à l'appartenance linguistique que les jeunes diplômés ne se retrouvent pas. Quand vous partez peut-être dans une entreprise, on vous pose la question, vous êtes de quelle communauté? Vous parlez quelle langue? Et il y a d'autres jeunes qui ont des compétences, qui sont capables de servir la société, mais parce qu'il n'est pas membre d'une communauté linguistique X ou Y, on ne peut pas l'embaucher. Moi, d'ailleurs, à l'époque, j'ai été victime de ça parce que je n'étais pas membre d'une communauté X ou Y. J'arrive, après avoir passé le concours, lors de l'interview, on me pose la question de manière directe. Vous êtes membre de telle communauté? Je dis non, non, je ne le suis pas. Puis cela avait posé un problème. Le monsieur m'avait clairement répondu, non, si vous étiez membre de notre communauté, on allait facilement vous embaucher. Et on n'a pas tenu compte de la compétence ou de la connaissance de la personne. Ils ont plus vu l'aspect linguistique. Beaucoup de jeunes actuellement font face à cela. Vous allez voir un jeune tellement compétent, intelligent, capable de servir la société, mais il se sent bloqué au point que le tribalisme gangrène, en commençant par l'administration publique et puis en partant par les institutions publiques ou les entreprises privées. Donc, pour travailler même dans l'administration publique congolaise, quand vous partez, vous allez voir la majorité, soit il faut être soit Minasema, ou soit peut-être Monokutuba, ou soit les Loubafons, tout ça. Donc, et les jeunes diplômés ne se retrouvent pas. C'est ça, c'est là où je dis que c'est un obstacle majeur pour les jeunes diplômés, et c'est surtout les jeunes diplômés congolais, qui actuellement ont des compétences, mais malheureusement, parce qu'ils ne sont pas membres d'une communauté, il n'y a pas moyen qu'ils soient peut-être embauchés ou qu'ils soient engagés. Hein? On vous dit clairement que non, nous ici, nous voulons seulement les Bangala. Nous le voyons. Quand peut-être on nomme une autorité de tel point, vous allez voir, il y a le membre de sa communauté faire un message. Nous, le membre de telle communauté, nous félicitons le chef de l'État d'avoir nommé l'un de nous ou l'un des membres de notre communauté au poste peut-être de directeur général de PCA. Tu vois, dans cet aspect, le tribalisme ne permet pas aux jeunes diplômés de se retrouver. Ça pose un sérieux problème. Déjà quand on voit telle communauté qui fait des messages que nous les ressortissants des, nous les membres des, nous félicitons. Ou soit dans le cas, vous voyez que l'un des n'est pas nommé dans un poste ou dans une autre fonction. Cette communauté verra des messages. Nous les ressortissants des, nous contestons, nous regrettons de ne pas avoir eu tel poste et de ne pas être nommé dans telle fonction. Et les gens se retrouvent dans une situation où ils se posent des questions. Où allons-nous? Comment nous allons servir le pays pendant que
il faudrait être membre d'une communauté, ou soit il faudrait chercher à apprendre même la langue de telle communauté, malgré que vous n'y êtes pas, mais il suffit de parler seulement cette langue. On peut directement vous qualifier, non, c'est notre frère. Moi, je me rappelle à l'époque où j'étais obligé je partais faire un projet, j'étais obligé de changer le nom, de laisser le nom de piano pour me donner un autre éléphant, pour qu'on puisse m'accepter, parce que si je ne me faisais pas, je n'allais pas me retrouver dans ces projets, au point que dans le milieu, je vivais avec les gens qui parlaient une langue où moi, je n'étais pas membre. Donc, c'est un obstacle majeur pour les gens diplômés, parce que la langue ne permet pas à un pays, sur le plan de l'employabilité, de se développer ou d'aider les jeunes à contribuer à son développement. Donc, c'est un peu ma petite réponse, ma petite contribution. Oui, c'est un obstacle majeur parce que le népotisme, nous voyons, il y a les relations pas très familiales. C'est-à-dire un papa qui est là pour favoriser ses enfants. Un papa qui travaille dans une administration, il sait que ses enfants ne sont pas compétents, mais il veut seulement que ses enfants travaillent là où il est. Et il n'y a pas de la méritocratie. Déjà, une personne qui vient déposer son dossier, un jeune, pour être embauché, il se retrouve devant un obstacle où il y a déjà un poste bien déterminé que non, ça, c'est pour mon fils, mon premier fils, mon deuxième fils. Vous êtes dans une même direction. Hein. Il y a les hautes fonctions ou des fonctions qui sont plus occupées par les membres de cette famille. Comme je viens de le soulever concernant le tribalisme. Maintenant, ici, il y a le cas de la famille. Papa, DG, Parsec ou Diocap, son fils, secrétaire du bureau, sa fille. Et c'est un obstacle majeur pour la méritocratie parce que les gens qui travaillent là n'ont pas mérité. Ils sont là parce que leur papa occupe telle fonction. Mais un jeune qui venait à peine de finir ses études ou qui a fini ses études, qui est en requête ou à la recherche d'un emploi, ne sera pas en mesure de se retrouver dans un milieu pareil. Et au finish, vous allez voir que dans le milieu pareil, les choses, il y a ce qu'on appelle la lourdeur administrative où il y a la routine. Hein, parce que je suis là grâce à mon papa, grâce à ma mère, ou soit grâce à mon oncle, je peux faire ce que je veux. Il n'y a pas de la méritocratie. Ce que nous vivons même dans notre pays, regardez dans des entreprises où il y a plus les membres de la famille, les choses ne marchent pas bien. Il y a des situations, vous allez voir peut-être que non, telle personne a détourné, la fille de X ou Y a fait ceci. Donc, ce système de népotisme, c'est un obstacle majeur pour les jeunes diplômés dans le centre de méritocratie, parce que les gens qui travaillent dans un système de népotisme n'ont pas mérité. Ils sont là parce que il y a des relations familiales où il y a les pater familiales. Il y a un papa, où il y a le mater familial, il y a la maman qui est là, où il y a un oncle qui est là. Il a fait appel à ses frères, à ses sœurs, venez, vous allez travailler ici. Donc, c'est devenu comme une entreprise familiale. Pour y accéder ou pour être engagé, vous devez être membre de la famille. Si vous êtes un membre de la famille, vous ne pouvez pas travailler. Et là, on ne peut pas parler de la méritocratie. La méritocratie, dans de pareils milieux, consiste comme un problème. Vous pouvez avoir des compétences, si vous vous retrouvez dans un milieu pareil, on risque de vous qualifier comme un danger. Ah, tel monsieur ou X ou Y monsieur est intelligent. Il risque peut-être de récupérer ou d'occuper telle fonction. Alors, cherchons comment l'écarter. Et la seule voie peut-être à l'écarter, on peut créer un problème. On vous crée un problème, une situation que non, vous avez commis telle bêtise, non, vous ne méritez plus de travail ici. Alors que
ils savent en âme et conscience que tel monsieur est intelligent ou X est capable de faire telle chose, mais vu que nous voulons que cette entreprise reste purement familiale, on ne veut plus de lui. La seule voie pour nous, c'est de l'écarter, de le mettre à côté. Donc, c'est un peu ça le problème où le népotisme constitue un obstacle majeur pour le jeune diplômé et puis ça ne permet pas à la méritocratie d'avoir sa place. Là, on ne peut même pas parler de méritocratie. Là, moi, je peux dire, on peut parler d'une relation familiale qui détruit un développement attendu dans une entreprise tant publique que privée. Pourquoi l'adhésion dans un parti politique constitue comme un aspect majeur pour travailler dans une entreprise? Je prends l'exemple de notre pays, le Congo. Pour être embauché quelque part ou occuper une grande fonction ou une autre fonction, vous devriez ipso facto être membre d'un parti politique du pouvoir en place. Premièrement, je prends l'aspect où, dès que les membres d'un parti politique sont nommés comme mandataires, il y a ce qu'on appelle les quotas du parti. Dans ces quotas du parti, on envoie les membres du parti pour travailler. Vous allez voir peut-être un homme, le membre d'un parti, je prends l'exemple peut-être AFDC-INC dans une fonction ou une entreprise publique. Le monsieur est censé de réserver un quota où on doit envoyer les membres du parti. Et nous allons le constater actuellement, beaucoup de jeunes préfèrent adhérer dans le parti politique pour se retrouver. Parce que si vous n'adhérez pas dans un parti politique, vous n'allez pas vous retrouver. Vous essayerez de vivre ce qu'on appelle je dirais un sens, le passe-temps. Le passe-temps, dans le sens où aussi si classe, tu es là à la maison sans rien faire. Donc, être membre dans un parti politique donne facilement accès de travailler dans une entreprise parce que ce sont les partis politiques qui gèrent, c'est-à-dire que le pouvoir qui gère le fonctionnement des entreprises publiques au Congo, l'administration publique au Congo. Être membre d'un parti politique vous donne facilement accès dans des hautes fonctions ou dans des opportunités. Et cela ne permet pas à un pays de se développer dans le sens où on ne tient pas compte des critères ou des compétences des individus. Que vous soyez diplômé ou pas, il suffit d'appartenir à un parti politique. Vous avez l'occasion, la chance de travailler dans une entreprise ou dans une société. Et la majorité des gens qui se retrouvent dans des cas pareils ou dans les entreprises, vous allez voir qu'il y a un sérieux problème au point que les gens ne travaillent pas avec sérieux. Parce que je suis membre de tel parti, le DG et le nôtre, peu importe, je commets des bêtises, il ne peut pas me renvoyer. Si au de me renvoyer, je ferai référence à ce qu'on appelle l'autorité morale. Je vais voir l'autorité morale du parti pour lui dire que non, autorité, regardez là où vous m'avez envoyé, le monsieur ne veut pas de moi. Ou soit si dans le cas où le monsieur ne respecte pas le principe du parti, nous les idéaux du parti, on peut lui créer des problèmes de façon qui soit écartée. Donc l'adhésion à un parti politique au Congo est devenu comme un atout majeur pour accéder dans de hautes fonctions. Déjà, pour qu'on puisse te nommer peut-être mandataire, il faudrait être membre d'un parti politique appartenant au pouvoir ou qui est peut-être membre de l'Union sacrée, excusez-moi de le dire, membre de l'Union sacrée. Là, on peut facilement vous nommer parce qu'il y a des listes qu'on envoie en tenant compte du côté au niveau du Parlement. Donc, nous, notre parti peut-être à 12 députés, nous avons droit à 3 entreprises, 4 entreprises. Alors que dans des pays sérieux, il y a un système de concours. Pour être embauché, il faut passer par les concours. Et chez nous, ce n'est pas le cas. Même pour que vous soyez nommé comme mandataire ou DG quelque part, on lance un appel d'offres où on a besoin de personnes compétentes pour occuper X ou Y fonction. Mais ce qui n'est pas le cas dans les pays sous-développés comme le nôtre, où l'adhésion est pratiquement obligatoire. L'adhésion dans un parti politique est pratiquement obligatoire pour occuper ou pour être embauché dans une entreprise ou pour travailler
dans une société publique. Bon, ce que j'ai toujours dit, pour mettre fin à ces systèmes de népotisme, clientélisme, favoritisme et tant d'autres, il faudrait d'abord passer par une réforme institutionnelle. Quand on parle de réforme, c'est-à-dire mettre fin à l'ancien système, système administratif. C'est-à-dire, le gouvernement ou l'État congolais doit revoir le fonctionnement du système administratif. D'abord, il faudrait envoyer les personnes en retraite parce qu'on ne peut pas employer des gens tant qu'il n'y a pas de postes vacants, plutôt, excusez-moi. Envoyer les gens en retraite, organiser le système de retraités, et puis après avoir retraité les gens, il faudrait organiser ce qu'on appelle le concours. Et ces concours doivent tenir plus compte des compétences. Vous lancez l'offre d'emploi ou vous faites appel à des personnes compétentes par rapport à X ou Y postes qui peuvent facilement aider l'État à mieux travailler. Je prends l'hypothèse que je venais de suivre dernièrement avec le ministre de la fonction publique, que je félicite d'ailleurs, avec la situation de l'État, qui organise un système de concours. C'est comme ça que les choses doivent un mois se passer. Il y a telle situation, il y a des postes vacants, on lance l'offre d'emploi, on organise des concours. Mettre fin à ce système de recrutement interne, parce que ou soit des systèmes de recommandation, c'est un peu de mettre fin à ça. Là, je suis dans l'axe de la forme institutionnelle. Mettre fin aussi à la lourdeur administrative, parce qu'actuellement, notre administration est devenue tellement lourde au point que le vieux ne veulent pas laisser la place aux jeunes. Ils se disent que non, les jeunes diplômés sont trop intelligents, ils vont chercher à nous écarter tout ça. La réforme institutionnelle doit passer sur le plan administratif, organiser des concours, tenir compte de méritocratie, des personnes compétentes qui peuvent facilement servir le pays et essayer un peu de digitaliser l'administration. Si notre administration est digitalisée, cela peut facilement aider le jeune à se retrouver. Et vu que nous sommes à l'ère du numérique, la digitalisation va facilement aider l'État à faire mieux les choses. Je quitte l'axe réforme institutionnelle. Les jeunes, je dirais, avoir une bonne politique publique. Le gouvernement doit chercher à faire une bonne politique publique. Quand on parle de politique publique, c'est-à-dire le programme. Je venais voir le chef de l'État à lancer un programme de l'employabilité des jeunes. C'est un bon projet, un bon programme, louable d'ailleurs. Mais ce que moi, je pourrais demander seulement au chef de l'État qu'on puisse tenir compte de la compétence. Nous avons des jeunes qui sont compétents, après avoir fini les universités, se retrouvent dans des chômages. Je pense que quand ils partent déposer des demandes d'emploi, tout ça, la première question, on lui pose quelle expérience avez-vous? Pour cette situation, on lance l'offre d'emploi et ce que j'ai l'habitude de rire souvent, condition, avoir 5 ans, 10 ans d'expérience. Maintenant, dites-moi, un jeune qui venait à peine de finir ses études, qui n'a même pas une expérience, vous conditionnez qu'il puisse avoir une expérience de 5 ans pour travailler. Donc, mettre fin à ce système pour être embauché, il faudrait avoir une expérience de 5 ans, de 10 ans. On doit chercher à mettre fin à ça. Et puis, cela va facilement aider les jeunes à se retrouver. Et une autre chose, les jeunes eux-mêmes doivent comprendre que ils ne sont pas censés seulement de travailler dans les entreprises publiques ou privées. Ils doivent aussi créer leurs propres entreprises. C'est-à-dire que au lieu de compter sur l'État, hein, parce que moi j'ai toujours compris une chose, que les universités congolaises forment plus de chercheurs d'emploi et non pas des créateurs d'emploi. Les jeunes doivent être en mesure de créer. Commencer par un petit rien.
créer. C'est en créant qu'on peut facilement se rendre indépendant. Je donne l'exemple, un jeune qui vient à peine de finir, il a peut-être un $100 ou un $50. Il peut dans un premier temps essayer un peu de balancer le petit moyen qu'il a pour se retrouver. Parce que s'il attend toujours travailler dans un bureau, au Congo, avec le système de bureaucratie, tout le monde cherche à travailler dans le bureau, c'est difficile. Personne ne peut laisser la place à X ou Y jeunes diplômés de les remplacer. Les jeunes doivent être des créateurs d'emploi, non pas des chercheurs d'emploi. Être créateur d'emploi, c'est-à-dire faire sortir ce qui est dans ses pensées ou les idées, le mettre en pratique. Parce que je prends l'exemple en Europe, si nous remarquons en Europe pourquoi les jeunes Européens se retrouvent ou avancent facilement, c'est parce que dans leur tête, ils n'ont pas le temps de penser que non, moi je dois aller travailler dans une entreprise. Excusez-moi, dans une entreprise, je dois créer moi-même mon propre entreprise ou mon propre business. Je dois être moi-même créateur de mon business et non pas dépendre de X ou Y personnes. C'est que les jeunes Congolais doivent aussi avoir en tête. Ne pas trop penser à faire des demandes d'emploi, mais créer leur propre business. Parce qu'en se faisant créateur d'emploi, qu'on sera indépendant et puis qu'on contribue au développement d'un État. Et puis, un autre aspect que je peux soulever pour mettre fin à ce système de népotisme, de clientélisme, tout ça, l'État doit passer à une réforme au niveau des universités. Moi, je l'ai toujours dit, les universités congolaises, la majorité des programmes d'enseignement, ce n'est pas basé sur un système de création d'emplois où pousser les jeunes, après les études, à se faire comme des créateurs d'emplois. Mais plutôt, on apprend plus trop des théories des Max Weber, tout ça. On doit plus se baser dans le sens de pratique que dans des théories. Donc, au lieu d'embaucher les jeunes avec des théories archaïques, parfois j'ai dit, nous avons passé des temps à l'université à apprendre des théories ou sur le terrain nous voyons autre chose. Les théories que nous avons appris à l'université, avec ce que nous retrouvons sur le terrain, c'est autre chose. Bon, on vous dit clairement que Maël Ozana, moi, bon, comme on est l'université, tout ça, pour ça, Maël est là. Faire une réforme au niveau des universités, revoir le programme d'enseignement, essayer de mettre des enseignements où on apprend aux jeunes comment être des créateurs d'emplois. Disposer je dirais, des ateliers qui peuvent facilement aider les jeunes à faire des pratiques. Hein? On ne doit pas seulement se limiter à engober, non, tel cours, on nous a appris ceci, non, non. Fait des théories, beaucoup de pratiques. Donc, revoir notre système d'enseignement, en commençant par les matières que les enseignants donnent, quel que soit au niveau primaire, au niveau secondaire, au niveau universitaire. On doit essayer de revoir tout ça. Supprimer un peu de cours archaïques qui ne permettent pas aux jeunes de comprendre les réalités professionnelles. Mettre fin à ça. Vraiment, c'est quelque chose qui tue beaucoup de jeunes. Une personne qui fait le droit, vous l'enseignez la comptabilité, vous l'apprenez la mathématique, des choses qu'il ne maîtrise pas, parce qu'il fait le science, vous l'apprenez la comptabilité ou autre chose. Vous voyez que l'université doit plus se baser à former des créateurs d'emploi, non pas des chercheurs d'emploi. Sur l'aspect réforme du système d'enseignement, et un autre point saillant, c'est le financement. Le gouvernement doit financer les jeunes entrepreneurs ou le jeune chercheur, parce que sans le financement, les jeunes ne vont pas se retrouver. Et puis, on doit éviter, avec ce système, le financement doit être conditionné, peut-être déjà, pour qu'on puisse vous financer, on doit vérifier si vous avez fait un pas ou si vous avez votre moyen de bord. Il y a d'autres jeunes qui n'ont pas de moyens de bord, mais ils ont la capacité, ils ont des idées. Le plus important, c'est
financer d'abord les jeunes avant de mettre des conditions préalables que non, pour financer votre projet, il faudrait être reconnu par l'État, tout ça. Mais quand les jeunes n'ont pas de moyens, comment il fera toutes ces démarches de se faire reconnaître au niveau légal ou au niveau de la justice? Mettre fin à ce genre de système-là, ça va facilement aider les jeunes. Disposer le moyen pour les jeunes et ne pas conditionner l'appui à un projet par une condition légale. Non. Quand vous avez des jeunes qui ont des talents, appuyez-les et vous allez voir que ces jeunes vont contribuer au développement du pays. Je prends l'exemple, j'étais une fois à l'ISTA, il y avait un jeune qui avait essayé de monter, je crois c'était l'avion qui fonctionnait à l'aide de panneaux, si je ne m'abuse pas. Et les jeunes avaient vraiment expliqué l'utilité de son projet. Par ça, peut-être que le gouvernement peut chercher ces jeunes et puis disposer des moyens par rapport à ses compétences. Mais malheureusement, ces jeunes se retrouvent actuellement aux États-Unis. Il a été appelé par le gouvernement américain. La dernière fois que j'ai échangé avec lui, il me dit clairement, mon vieux, j'ai introduit mon projet au moins dans 3 ministères et puis des entreprises. Aucune réponse favorable. Mais j'ai essayé de le faire à l'ambassade des États-Unis. Et puis l'ambassade m'avait appelé, j'ai expliqué, j'ai exposé mon projet. Et les jeunes se retrouvent maintenant aux États-Unis. Donc, nous rejetons ou nous négligeons l'intelligence locale. Nous préférons plus l'intelligence extérieure. Essayons un peu de valoriser l'intelligence locale. Nous avons des jeunes qui sont capables d'aider les pays à se développer. Et il est temps que le gouvernement vraiment en tienne compte. Et prendre ces jeunes, profiter de leur capacité, de leur connaissance pour que le pays émerge, que ce soit sur le plan technique, sur le plan socio-économique, sur le plan juridique et puis sur le plan politique. Nos politiciens, moi je disais que la majorité des politiciens congolais n'aident pas les jeunes. Les jeunes sont devenus des esclaves des politiciens. Alors, la seule façon pour le chef de l'État de mettre fin à ces jeunes, c'est continuer avec cette campagne de veille patriotique. Montrer aux jeunes que vous êtes capable de contribuer au développement du pays. Vous avez la capacité que le pays peut compter sur vous. Et la seule façon que moi, étant comme chef de l'État, puisse vous appuyer, c'est à travers ces projets. Et ces projets doivent vraiment aider les jeunes à se retrouver. Les jeunes doivent être bénéficiaires. Non pas le parti politique pour avoir un financement, il faudrait adhérer dans un parti politique ou soit être membre de telle famille, avoir des relations au niveau politique pour en bénéficier. Donc, passer par la réforme institutionnelle, les jeunes doivent être des créateurs d'emplois et non pas des demandeurs d'emploi. C'est-à-dire, eux-mêmes doivent être en mesure de créer leurs propres entreprises et non pas continuer avec ce système de gélonnaire. Et la troisième des choses, le financement. Le gouvernement doit financer le projet des jeunes sans pourtant conditionner que cela soit reconnu ou soit les jeunes doivent déjà faire un pas par rapport à son projet. Et quatrièmement, le gouvernement doit valoriser l'intelligence locale. Quand je vois de l'intelligence locale, je vois la compétence et l'intelligence des jeunes qui sont capables de travailler, de booster notre pays à avancer ou à se développer. Si nous faisons cela, nous allons voir que notre pays sera peut-être compté par le pays industrialisé ou le pays développé parmi les pays développés du monde. Parce que nous avons nous avons des richesses capables d'être transformées ou de se produire au bénéfice de la population congolaise. Comment les jeunes peuvent contourner ce système, ce que je venais de soulever, et se faire des créateurs d'emplois. Je prends toujours ce terme des créateurs d'emplois. Les jeunes doivent être des créateurs d'emplois, non pas des demandeurs d'emploi. C'est-à-dire compter sur eux-mêmes, créer leur propre business. Il n'y a pas de sous-métier. Moi, j'ai toujours dit que dans la vie, on ne peut pas avoir honte de faire un métier. Parce que si nous tous nous attendons à être devenus des bureaucrates, travailler dans un bureau, le pays ne va pas se développer.
les Occidentaux sont plus sur le terrain pendant que nous rêvons à travers notre bureau. Les jeunes doivent être des créateurs d'emplois et même doivent commencer d'abord à créer leur propre business. Commencer même par un. S'il faudrait même vendre de braises ou faire ce que je vois souvent nos jeunes acheter des braises vers Maluku et puis le revendre au niveau du marché des alimentaires, ils peuvent le faire. J'ai suivi une fois, il y avait un jeune qui me parlait de son histoire, comment est-ce qu'il avait commencé à l'époque. Il avait commencé à acheter des braises et puis il le revendait au marché de la liberté, mais actuellement il est devenu un big manager. Donc il a son propre business. Les jeunes doivent être des créateurs d'emplois dans un premier temps. Et puis en second lieu, les jeunes doivent s'auto-former. Hormis le parcours académique, le cursus académique, les jeunes doivent suivre des formations hors académiques. C'est-à-dire peut-être des formations concernant le management, il y a du marketing numérique, l'élaboration ou la gestion de projets, la communication politique, tout ça, les jeunes, ou la communication numérique, tout ça. Les jeunes doivent chercher à faire une auto-formation, s'auto-former. Parce que si nous comptons seulement à nos compétences universitaires, c'est difficile de se retrouver. Mais faire l'auto-formation, cela nous permet au moins de contourner aux enjeux politiques, aux enjeux tribaux, basés sur le népotisme, le clientélisme. Faire une auto-formation. Et puis, en dernier lieu, hormis l'auto-formation, les jeunes doivent, je dirais, faire une sorte de révolte, se révolter à un moment. Moi, j'ai toujours dit au Congo, si on avait une jeunesse comme les islamiques ou je dirais les occidentaux, on n'allait pas vivre ce que nous vivons. Quand ça ne va pas, on doit être en mesure de réclamer. Non, ça ne va pas. Hein? Essayer d'organiser des campagnes de conscientisation. Lancer des SOS au gouvernement pour faire voir que nous, les jeunes, avons une place. Nous ne sommes pas une jeunesse sacrifiée, comme ils disent. Parce qu'il y a des personnes qui disent que non, le Congo est une jeunesse sacrifiée. Moi, j'étais toujours contre ceux qui disent que non, la jeunesse congolaise est sacrifiée. Ce n'est pas une jeunesse sacrifiée, mais une jeunesse capable de faire quelque chose, mais étouffée par les politiciens. Tant que cette jeunesse est étouffée, c'est difficile pour cette jeunesse de se retrouver. Donc, les jeunes doivent prendre conscience, faire des ras-le-bol sous forme de campagnes de sensibilisation. Et je demanderai aussi au gouvernement, non seulement la part de la jeunesse, de mettre fin à ce système de népotisme, le tribalisme, l'adhésion aux partis politiques pour accéder à un poste ou à une fonction. Ce sont des choses qui bloquent le pays à se développer. Placer la méritocratie au centre de tout. Qui doit travailler? Une personne qui mérite, une personne qui a des compétences, capable de contribuer au développement du pays, capable d'aider le pays ou la société à avancer. Donc, si le gouvernement tient compte de ça, la jeunesse va facilement se retrouver. Parce que la jeunesse, c'est le moteur, c'est-à-dire que le centre ou le pilier du développement d'un État. S'il n'y a pas de jeunes, on ne peut pas parler d'un développement. Jeunesse égale développement. État égale jeunesse. Donc, pour qu'on puisse parler d'un État développé, on doit d'abord sentir le premier élément, c'est la jeunesse. La jeunesse doit être au cœur des débats politiques, au cœur de débats d'un État. Et puis les jeunes eux-mêmes doivent être en mesure de revendiquer leurs droits, de passer par une auto-formation, de ne pas rester comme demandeurs, mais de se faire comme des créateurs d'emplois. Et c'est à ce moment que les choses peuvent facilement avancer et le pays peut aussi se développer. Donc c'est un peu ça. Bon, en fait, faire des dédicaces, je dis d'abord merci à Madame Anne qui m'a permis de passer dans cette émission. Là où elle se trouve, je vous dis merci. Merci pour cette occasion. Je dirais que
Vous êtes une femme que moi je considère comme pratiquement une modèle une modèle pour la jeunesse congolaise, la jeunesse féminine congolaise. Et votre façon de faire des choses, moi, ça me dit souvent, si au moins au Congo on avait deux femmes seulement, qui réfléchissaient comme vous, le Congo allait peut-être changer. Et je salue aussi le chef de l'État. Bon, je le salue parce qu'il venait de lancer le projet d'apprenti déjà, je le salue. Et je lui demande seulement que lui-même puisse suivre ce projet. Et surtout pour les jeunes universitaires, de mettre face à ce système de profil pour être embauché, il faudrait avoir 5 ans, 10 ans d'expérience. Mettre fin à ça et puis aider à ce que le projet des jeunes soit financé sans tenir compte d'être membre d'un parti politique ou d'une famille appartenant au pouvoir. Donc, je salue le chef de l'État par rapport à sa façon de travailler et je salue mon vieux, Léon Béa, donc le futur professeur que je salue en passant aussi. Je salue ma mère, là où elle se trouve, mamie, je la salue. Je ne sais pas, j'ai vu de citer, et vous aussi, je vous salue. Je salue mon maître, le professeur Mbaya. Je salue tous mes collègues de l'INIKI, de l'IFACIC, sans oublier ceux de l'université à partir du Congo à Goma. Je les salue aussi. Et puis, je salue mon père, là où elle se trouve, je le salue. Maître que je le salue. Je ne sais pas, donc, il y a beaucoup de gens à saluer. Je ne suis pas tellement habitué à ça, mais quand même, je salue tout le monde, mes amis de Bloc Disposa, de Just for Children, le docteur Daniel là où il est, sans oublier la communauté de l'Emmanuel. D'ailleurs, je lance un message, il y a le forum des jeunes de la communauté qui s'organise, où je demande à tous les jeunes d'y prendre part. Donc, c'est un moment favorable qui peut facilement aider les jeunes de comprendre les réalités quotidiennes. Donc, si les jeunes en profitent, ça va facilement les aider. Les jeunes de la communauté de l'Emmanuel et mon ami Nico, je le salue aussi. Trinité, je le salue. Bon, il y a beaucoup de gens, je ne vais pas citer tout le monde, hein. Pas citer tout le monde, même mes petits, Emmanuel, Richard, tout ça, Alphonse, je vous salue aussi. Donc, je me limite par là. J'espère si je peux saluer qui non. Merci beaucoup. Déjà à sa fin, là j'allais vous demander déjà au nom de FGG Talk TV, nous vous invitons à participer à certaines activités de la communauté congolaise, surtout la CCWM qui est sur DMV, donc Maryland, Virginia, Washington DC. Il y a certaines activités qui se passent là-bas. Tout Congolais n'ignorait pas certaines activités qui se passent dans la communauté parce que c'est important. Ça solidifie la communauté, ça vous aide à se voir. Malgré on a des groupes WhatsApp, ça vous aide à se voir, ça vous aide à se connaître. Donc, n'hésitez pas de participer dans des pique-niques, dans des barbecues, dans des réunions, dans des conférences de la communauté congolaise de la CCWM. Et là aussi, je suis en train de vous inviter dans tous vos événements. Si vous avez des événements, surtout dans le DMV, vous avez besoin de photographes, caméramens, all those, la guest interview, n'hésitez pas de contacter le numéro qui va s'afficher. FGG Production sera là avec des images impeccables. Ah oui, nous filmons et tout. Donc, c'est un peu ça. Et nous sommes toujours à l'heure. Et là, je suis aussi en train de vous inviter, toutes femmes qui veulent se faire belles. N'hésitez pas de contacter LB Beauty. LB Beauty va prendre soin de vous, c'est-à-dire vos tresses, vos make-up, le soin de visage, tout. LB Beauty Studio gonna take care of that. So, en tout cas, j'allais juste vous remercier. Restons ensemble derrière la caméra à Kinshasa. Je salue Junior Mulumba. Et ici aux États-Unis, Lionela du bonheur. Je vous remercie beaucoup. Et tous nos abonnés, tous ceux qui nous partagent nos vidéos, on vous remercie beaucoup. Sans oublier le réseau des entrepreneurs africains. Je vous salue aussi. Bisous à tout le monde. Continuez à partager nos vidéos pour plus de visibilité.